Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Insight Fashion Network. Nous avons la chance, encore dans ce podcast, d'être à l'espace Niemeyer à l'occasion de l'événement Rôle Modèle organisé par la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Dans ce cadre-là, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Chouin, qui est senior partner chez Kia Partners. Bonjour Céline. Bonjour. On a très envie de vous entendre parce que cet événement-là de Rôle Modèle était dédié spécifiquement à l'investissement dans la mode, aux évolutions de la mode et aux opportunités de la mode. Et il s'avère que vous, c'est votre spécialité et que l'an dernier, en 2020, vous avez participé, vous avez même conduit une étude avec l'Institut français de la mode sur les nouveaux modèles de la mode. Donc, par rapport aux 18 mois qui viennent de s'écouler, on avait très envie d'avoir votre regard entre les analyses que vous faisiez l'an dernier et puis ce que vous voyez aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est que Kia Partners, qu'on sache un peu dans quel cadre vous évoluez. Alors, Kia Partners, c'est un cabinet de conseil en stratégie et management. On a fondé le cabinet il y a 20 ans. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe fondatrice. Notre cœur de métier, notre quotidien, c'est d'accompagner les dirigeants, leurs équipes, leurs actionnaires dans leur transformation. Des transformations de nature stratégique, des transformations de nature opérationnelle. Et tout ça dans une logique à pouvoir aussi contribuer à une économie souhaitable. On est très fiers, au bout de 20 ans, d'avoir fait le choix de passer entreprise à mission. Ça a eu lieu l'année dernière, en plein Covid. Et avec ce souci de s'engager pour nos clients, mais plus largement s'engager pour les filières dans lesquelles nous travaillons et s'engager plus largement aussi dans, je dirais, cette économie souhaitable qui donne du sens à nos collaborateurs particulièrement. Et dans les filières stratégiques qu'on accompagne, il y a évidemment la mode. Moi, je suis tombée dans la marmite mode il y a 20 ans. Et qu'est-ce qui vous a attiré dans cet univers-là et justement, qu'est-ce que ça veut dire accompagner les entreprises de mode ? Alors, ce qui m'a attirée, c'est très, très facile. Je pense que je fais partie de tous ces passionnés de la création au sens large du terme. J'aime cette idée de créer, j'aime le produit. Et puis j'aime les hommes qui constituent et qui composent ce secteur avec cet incroyable mélange de créatifs, d'analytiques, de commerçants, d'innovateurs, d'industriels, et donc avec un écosystème extrêmement riche, extrêmement atomisé, pas toujours très bien organisé, oui. Mais dans lequel il y a toujours cette espèce de magie qui fait que l'émotion est générée par le produit. Vous, ça fait bientôt 20 ans que vous évoluez dans ce système-là de la mode. Vous l'avez vu changer, mais vous avez justement vu l'accélération de ce changement. Justement, je le disais en introduction, vous avez participé, vous avez mené cette étude l'an dernier qui s'appelait Nouveau modèle de la mode, économique de la mode. Et justement, il y avait plein de modèles de choses qui fonctionnent dans la mode. Vous dites pas que la mode c'est fini, que le commerce c'est fini. En aucun cas. Mais vous donniez plein d'exemples. Là, les 18 mois qui viennent de s'écouler, est-ce que ça vous a fait repenser ? Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, en fait, là, je le dirais autrement aujourd'hui, ce qu'on a... c'est une super question et je vous cache pas que c'est la question qui m'obsède tous les jours. Oui. Alors, d'abord, si je refais juste un peu de perspective, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir pu accompagner des tas de marques et des tas de clients depuis 20 ans, petites et grandes marques, françaises, internationales, créatives et marques de masse. Et on a pu accompagner, on a pu transformer un certain nombre de business models. Et c'est vrai que cette demande du défi et des fédérations de créer une réflexion à destination de tous sur ces nouveaux modèles économiques, c'était un peu une forme de point d'orgue anniversaire de ce travail depuis 20 ans. Et évidemment, du jour où on l'a sorti, la question a été de se dire, mais au fond, quel est son degré c'est quoi son taux de vieillissement en plein, et le fait est qu'on l'est sorti en plein Covid. Alors, moi, je pense que ce qui ressort de cette étude, et puis la façon dont on voit les choses évoluer depuis 18 mois. Ce qui ressort de l'étude, c'est au fond 3 messages clés. C'est de dire, on a des modèles gagnants aujourd'hui dans la mode, qui, quel que soit le niveau de maturité de ces marques, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, quel que soit leur niveau de gamme, quelle que soit leur taille, elles reposent en fait souvent sur 3 natures de facteurs clés de succès. Le premier, c'est la capacité de ces marques à rapidement pouvoir s'hybrider. S'hybrider en termes de géographie, s'hybrider en termes de modèles commerciaux, et de sortir de cette logique du modèle pur. Donc ça veut dire, par exemple, en termes de géographie, je ne suis pas juste sur mon marché domestique, je vais voir à l'international. Je ne peux pas rester sur mon marché domestique, donc je suis sur des niveaux minimums d'internationalisation qui doivent être aujourd'hui autour de 20-30%. Ouais. Je ne suis pas uniquement monocanal, je suis DNVB, je me mets à faire du physique. J'étais un retailer ultra brillant, ultra performant
Au-delà de me digitaliser, je dois aussi trouver de nouvelles voies commerciales. Donc dans le jargon, on mitige les risques. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette façon d'équilibrer les risques, elles doivent se faire de plus en plus vite. Aujourd'hui, les modèles gagnants ont cette capacité à raccourcir le temps et l'espace. C'est-à-dire que on doit être capable de sourcer en grand import, mais de sourcer de plus en plus vite. On doit être capable de pouvoir basculer d'un bassin de production à un autre. On doit être capable de pouvoir changer de partenaire quand on voit qu'on a un partenaire qui n'est pas le bon dans un des marchés internationaux, etc., etc. Donc ça veut dire qu'il faut être flexible sur tous les points. Une accélération. En fait, on a beaucoup parlé dans notre secteur de fast fashion. J'ai envie de dire, c'est le fast business model. Et c'est une capacité à faire bouger les lignes, investir, désinvestir, avoir le droit de se tromper pour pouvoir avancer. Le statu quo est mortifère. Et puis le troisième volet, et souvent c'est un peu le parent pauvre des réflexions dans le secteur, qui pour moi est absolument fondamental, et les meilleurs du monde s'illustrent par ça, c'est la qualité d'exécution et d'innovation. Quand on parle de Zara, quand on parle d'Uniqlo, on parle beaucoup de leur puissance, de leur force, de leur maillage. En fait, au cœur de tout ça, il y a évidemment leur capacité d'investissement, mais surtout la qualité de l'exécution. Être capable d'avoir des équipes engagées, qui maîtrisent les métiers, qui intègrent de nouveaux métiers, qui savent mesurer, corriger, etc., etc. Et d'après vous, ça c'est applicable à différentes tailles d'entreprise. À tout le monde. Tout le monde peut appliquer ça. Ouais. Et sans que ça soit des usines à gaz, sans que ça soit des choses compliquées. Je vous donne un exemple très concret. Mettre en place des routines dans un processus aussi complexe qu'un processus de collectionning. Moi, quand j'accompagne des clients sur leur transformation de leur chaîne de valeur, c'est très rare. On voit peu de maisons qui sont capables de tenir des routines. Vous allez dans le milieu industriel, dans l'automobile, ou l'alimentaire, c'est des bonnes analogies par rapport à notre secteur, on retrouve cette qualité d'exécution industrielle. Il y a un manque d'inspiration, il y a un manque d'ouverture du secteur vers d'autres secteurs, d'aller piocher les bonnes pratiques ailleurs? Alors ça, c'est une bonne question. Pour moi, si je reviens sur les notions d'inflexion depuis 18 mois, je pense qu'il y a eu plusieurs phénomènes. Moi, je retiens 4 éléments majeurs, parce que sinon, ça serait trop long pour vos auditeurs. Pour moi, les 4 éléments qui ont vraiment bougé depuis 18 mois. La première, c'est évidemment cette capacité à avoir pu décider beaucoup plus vite des questions d'accélération digitale et de prise de risques commerciaux. Premier point. Deuxièmement, c'est une accélération de la maturation sur l'importance de la data client comme point d'entrée pour mieux cibler les clients, mieux investir de frais marketing, mieux intégrer cette data dans la création, sacro-sainte création. Troisièmement, c'est quand même la capacité à avoir tenu les positions en termes de responsabilité. Et donc ne pas avoir rétro-pédalé en se disant on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. On garde cette logique d'engagement très fort. Et puis quatrièmement, c'est évidemment avoir remis comme priorité stratégique, et ça moi j'en suis absolument ravie parce que c'était un vrai déficit, cette capacité à repenser les modèles marchandises. On revoit les calendriers commerciaux, on revoit les structures de collection, on revoit les engagements, enfin, toute cette mécanique au cœur du réacteur des entreprises de création et de mode. Et pour revenir à votre dernier point, pour moi c'est le 5e, et c'est le moins mature, mais celui, je pense, dont la prise de conscience a été la plus importante parce que on partait de plus loin par rapport aux thématiques précédentes, c'est s'ouvrir sur le monde. C'est-à-dire être capable d'être plus alerte, d'assumer d'être inspiré par d'autres acteurs que purement des acteurs sectoriels, de comprendre que l'innovation, ça n'est pas la création, et de comprendre aussi qu'un écosystème, ça apporte aussi des solutions directement applicables en termes de variabilisation de coûts, mais aussi en termes de création de valeur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un secteur extrêmement créatif, y compris dans les solutions innovantes. Et moi, je bénis chaque jour l'ensemble de ces startups. Le foisonnement de la tech. Ce foisonnement de la tech qui vient apporter des solutions extraordinaires aux acteurs traditionnels qui ont besoin de se transformer. Je reviens juste sur votre liste des 4+1. Tous les acteurs n'ont pas coché toutes les cases. Vous estimez quand même que dans la période, l'écosystème en France et en Europe a plutôt bien réagi et a su rebondir, a su cocher la majorité des cases des 4 thématiques que vous évoquiez? Est-ce que tout le monde a coché toutes les cases? La réponse est non. Et surtout, la bonne nouvelle, c'est que je pense que on est dans une industrie où le mimétisme est interdit. Et donc, à la limite, le plus important, c'est que chaque marque, chaque dirigeant, chaque équipe se pose la question et surtout définisse de quelle façon il a envie de cocher la case. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. C'est de garder pour chaque marque, on parle beaucoup de singularité vis-à-vis du marché du client, mais au fond, le plus important, c'est aussi cette singularité dans cette façon de faire. Il n'y a pas de réponse univoque. Tout le monde n'a pas les moyens d'aller vite.
Tout le monde n'a pas les moyens de tout ouvrir en même temps. On est quand même sur des équipes qui ont été quand même très resserrées pendant ces 18 mois, surchargées de tricotage et de détricotage très opérationnel. Et donc, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix et assumer de ne pas pouvoir tout faire en même temps. Par contre, cette idée d'avoir un cap et d'être capable de se dire, au fond, on a une feuille de route, on a une capacité à partager des sujets de transformation et de mettre les équipes en situation aussi de pouvoir devenir de plus en plus autonomes par rapport à ces sujets-là, ça, c'est dans le champ des possibles de toute entreprise. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est que, oui, ils ont... Pour la grande majorité, les acteurs du secteur ont choisi un cap. Ils ne sont pas restés statiques. Le statut, c'est move or die. Move or die. Oui. Non, mais et là, on est complètement dedans. On voit très clairement que ceux qui n'avaient pas du tout les moyens de bouger sont en train de disparaître actuellement. Oui, mais moi je crois que tout le monde a les moyens de bouger. Tout le monde a les moyens de bouger. Alors évidemment, on est hors considération. On a des problématiques d'équation financière mais je dirais que dans un cadre qui est un cadre, on va dire résilient à minima. Je pense qu'on peut le dire comme ça. On a cette capacité de bouger et surtout, moi j'insiste, c'est de bouger vite et de bouger sans avoir besoin de s'adosser à des niveaux d'investissement colossaux. Je pense que c'est ça. Oui. Il y a une frugalité aussi dans la transformation. C'est ce qui a changé aussi peut-être avec la mentalité précédente où justement l'investissement... Les projets baleines. Voilà, c'est ça. On avait des gros investissements avec des gros projets. Et on le voit bien, il y a plein de marques, alors françaises ou pas françaises d'ailleurs, small, beautiful, successful, qui ont progressé, qui se sont déployés sans être adossés forcément à de très grands groupes et en ayant une capacité d'être extrêmement agile et d'atteindre, on va dire, des seuils critiques qui leur permettent, in fine, de pouvoir investir progressivement. Mais je pense qu'on est dans un champ des possibles où, justement, je reviens sur votre point, cette capacité aussi à réfléchir un peu différemment, moins siloté, moins enfermé, plus ouvert à l'écosystème, en assumant aussi une variabilisation des coûts plus forte, où on n'est pas obligé de tout faire tout seul soi-même, est en train de s'installer. Et je pense que j'ai envie de dire, si on doit garder un champ d'investissement majeur, c'est quand même un champ d'investissement autour de la technologie et de la data. L'écosystème Fashion Tech, justement, il est mature aujourd'hui pour accompagner la transformation des entreprises ou le développement de certaines entreprises qui ont connu un vrai boom ces 18 derniers mois. Alors, l'écosystème Fashion Tech, j'espère qu'il est déjà différent aujourd'hui qu'il n'était hier et qu'il ne sera demain. Je pense que cet écosystème, il doit être le plus dynamique possible et je pense qu'il faut surtout pas se focaliser exclusivement sur cet écosystème Fashion Tech parce que une fois de plus, par analogie avec d'autres secteurs, on voit bien à quel point on a un enjeu à intégrer un monde de la tech beaucoup plus large, y compris sur les aspects amont de la filière, sur des questions de traçabilité, voire même d'agriculture, sur certaines matières premières. Donc, est-ce qu'aujourd'hui on a des réponses qui sont apportées par cet écosystème ? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut activer toutes les réponses ? Évidemment non. Donc, je pense que c'est aussi un nouvel exercice qui est absolument passionnant pour une équipe dirigeante, de se dire au fond dans quel écosystème j'ai envie de m'inscrire, quelle est pour moi la meilleure solution, est-ce que je décide d'être beaucoup plus en pointe sur des aspects de circularité ou de filière amont, sur quel registre j'ai besoin de m'adosser à une solution technologique pour mieux connaître. J'ai envie de dire, il n'y a pas une fois de plus, chacun a une capacité à pouvoir activer des mosaïques et puis des tas d'acteurs vont apparaître, des petits, des gros, enfin voilà. Je pense que le catalogue est déjà, il y a de quoi faire. Oui, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Vous le disiez tout à l'heure, la data, c'est un des points clés. L'an dernier, vous disiez justement que les chefs d'entreprise étaient conscients de ça, mais que très peu avaient activé des choses. Donc là, de ce que j'ai compris, ça a un peu bougé. Alors ça bouge. Ouais, ça bouge. Alors je pense qu'on en est qu'au début. Ouais. Et pourquoi c'est si central, si vous pouvez alors c'est si central parce que en fait, sans être trop académique, en fait, c'est qu'en fait cette data, elle va faire pivoter nos chaînes de valeur. C'est cette data qui permet au fond, enfin, de mettre le client au centre. Et cette data client, alors qu'elle soit d'ailleurs interne ou externe, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir hybrider des datas de différentes natures, c'est ça qui va permettre d'être le plus juste dans une réflexion créative au service du client,
Donc, et ça veut pas du tout dire qu'on abîme la création. Bien au contraire, c'est qu'on l'amplifie. D'être le plus juste dans le prédictif et donc d'être le plus responsable possible dans cette façon de produire moins mais mieux. D'être le plus juste dans la façon de définir le meilleur canal de vente pour telle catégorie de clients, et puis d'être le plus juste, parce que pour moi, data, c'est aussi dans les mains de nos vendeurs, et d'être le plus juste dans la façon dont on veut aussi que nos équipes terrain incarnent la marque. Mmh. Et on parle beaucoup dans le luxe de clienteling, de personnalisation de la relation. Les vendeurs amplifiés, c'est des vendeurs qui ont la capacité de pouvoir avoir en main le fait que vous êtes venu la dernière fois, il y a 3 mois, que vous aviez acheté tel article, vous étiez content, pas content, enfin, et donc elle irrigue en fait tous les champs de la chaîne de valeur, et surtout elle apporte une logique beaucoup plus responsable. Oui. Elle doit nous permettre de moins gaspiller, de mieux produire, d'optimiser les modes de en fonctionnement. Vous parliez du luxe là, il y a des résultats assez impressionnants du luxe. Comment vous expliquez que le luxe décolle aussi bien et que la mode finalement je dirais pas en patine, mais a priori, on va peut-être retrouver les niveaux de 2019 l'année prochaine, enfin en 2022. Comment vous expliquez ce décalage-là ? Le luxe redécolle ou continue. Oui, redécolle parce que, alors tout simplement, parce que aujourd'hui, on a un premier driver fondamental qui est l'appétit de consommation, et donc on voit bien que c'est reparti très très rapidement en Asie. Je pense que l'Europe était encore à peine déconfiné, qu'on avait tout un marché asiatique affamé. Oui. Voilà. Donc il s'en sort très bien pour ça, parce qu'on est aussi dans une industrie qui a énormément qui continue énormément à investir dans sa vocation fondamentale, qui est de créer, de faire rêver, sa capacité à investir aussi sur des éléments de modèle opérationnel, donc à bouger les lignes en termes de modèle commercial, de pouvoir aussi intégrer la data, et puis surtout qui intègre aussi, et moi je salue aussi ce segment-là de notre marché, aujourd'hui prendre à cœur ces questions de filière, et aujourd'hui qui ont aussi cette capacité à investir dans l'amont de la filière. Oui. On n'est pas juste sur le focus du savoir-faire. Ça redécolle en top line, mais ça s'inscrit aussi durablement dans cette capacité à créer des filières résilientes, durables et sécurisées. Donc voilà, oui, et on est très fiers de nos fleurons français. De nos fleurons français. Justement, on voit qu'il y a des initiatives au-delà du luxe, justement sur du mass market. Jules, avec Fashion Cube, qui développe son usine de jeans qui sera ouvert en février de 2022. Vous voyez justement des initiatives intéressantes, et vous pensez qu'on va aller vers cette filière qui va se constituer sur d'autres pans de la mode et pas seulement sur le luxe ? Je pense que c'est une absolue nécessité. Donc, c'est pas une question. D'accord. Il faut y aller. Il faut y aller. Et la bonne nouvelle, c'est que je pense que toutes les parties prenantes souhaitent y aller. Alors, toutes les parties prenantes, je pense que c'est d'abord le consommateur. Alors, malgré sa schizophrénie, parce que il veut y aller, mais il veut du prix quand même. Et assumons le fait que de temps en temps, on soit au cœur de nos paradoxes. Ouais. Les entreprises veulent y aller. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un des axes prioritaires, et qui est devenu ce que j'appelle dans le jargon un deal breaker, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur de la mode qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas enclenché cette transformation responsable, que ce soit au niveau de ses financiers ou de ses clients ou de ses collaborateurs, c'est une marque qui se met quand même un peu hors jeu. Et puis les autres parties prenantes, c'est aussi l'écosystème, y compris l'État. C'est-à-dire que, et là je fais mention de l'étude sur le plan de relocalisation et de réindustrialisation en France, qui a été remis et auquel on a contribué, remis par le comité stratégique filière auprès du ministre de la ministre de l'économie en charge de cette étude, donc la ministre Madame Pannier-Runacher. En fait, il y a tout un champ de réindustrialisation possible autour de ces questions de recyclabilité. Et d'ailleurs, Franck, on était ensemble dans cette étude, et c'est vrai que son initiative Fashion Cube rentre à plein dans cette approche-là, au même titre que le CETI, au même titre que Tekin, c'est-à-dire des acteurs français qui sont des véritables innovateurs et apporteurs de solutions pour travailler d'une manière ou d'une autre la responsabilité et la relocalisation. Dans les changements culturels,
peut-être accéléré, encore une fois, par la période qu'on vient de vivre. J'étais à l'ouverture des assises du commerce, vous aussi. Donc, ce qui était assez marquant, c'est qu'il y avait l'envie en tout cas dans les paroles, de mutualiser, d'avoir des travaux communs entre les différents acteurs qui jusque-là peut-être ne se parlaient pas. Voir se confronter. Voir se confronter. On verra ce que l'on aura comme conclusion. Mais vous pensez que c'est faisable, cette mutualisation, justement, avec cette culture qui n'est pas forcément celle du secteur? Vous pensez qu'on peut y arriver? Alors, dans la distribution, avec les géants de l'alimentaire, il y a quelques années, on parlait de compétition. Alors, évidemment, on part d'un point. Le point de départ est quand même, on n'est pas très en avance quand on compare avec d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne, Portugal, où on a des écosystèmes beaucoup plus agrégés entre fabricants, marques, distributeurs. On est sur des marchés, alors certes plus petits, moins atomisés, mais sur lequel il y a eu cette capacité à pouvoir rentrer progressivement dans une logique d'un bien commun ou d'un écosystème. Moi, je crois beaucoup à la compétition dans le sens où on peut pas non plus gommer 30 ans d'antagonisme. Les assises du commerce, c'était bailleur versus commerçant. Dans le monde de la mode, c'est industriel français versus acheteurs, distributeurs, avec quand même je mets des guillemets, des centrales d'achat qui ont quand même sur lequel il y a quand même encore un peu de défiance de la part de nos industriels français. Donc tout ça ne va pas se faire en un jour. Par contre, ce qui est très intéressant et ce qui est certain, c'est que on a aujourd'hui des capacités, notamment une fois de plus à travers la tech et notamment des questions de plateformisation, de pouvoir quand même créer des écosystèmes qui créent de la valeur. Et une fois de plus, on doit créer de la valeur pour tout le monde. Ces types de plateformes, ces types d'écosystèmes, ils créent de la valeur pour des apporteurs de solutions qui peuvent avoir une visibilité qu'ils n'auraient jamais sans cette plateforme, et puis pour des marques, dans cette capacité à pouvoir agréger, composer des nouvelles équations sur lesquelles ils peuvent se reposer sur des prestataires. Donc tout ça, c'est pour l'instant encore relativement théorique, mais moi je crois beaucoup à cette approche-là. Et je pense que les investissements techno, notamment et industriels, notamment sur les questions de recyclabilité, donc récupération, recyclage, et donc toute cette chaîne circulaire qui pour moi est une chaîne qui a vocation à se redéployer en France, qui est encore embryonnaire et qui est encore embryonnaire, on est sur les débuts et sur lequel on a véritablement une vraie capacité d'investissement, d'innovation et de reconnaissance même à une échelle européenne. Ça va nécessiter quand même une forme ou une autre de mutualisation, parce que c'est pas un acteur qui pourra se payer son usine de recyclage. Ça, c'est une évidence. Oui, il vaut mieux y aller groupé avec des volumes. Et une pour fois de plus, je fais l'analogie avec une fois de plus l'alimentaire, qui est quand même assez inspirant pour notre secteur, et où l'alimentaire, ce type de structure existe et s'est mis en place depuis déjà de nombreuses années. Si on fait une projection, c'est assez optimiste quand même. Si on arrive à mutualiser, on va pouvoir... Il faut absolument être optimiste. Quels sont justement les points d'optimisme dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Vous voyez quelle dynamique positive actuellement sur notre secteur? Pour moi, les points d'optimisme, c'est d'abord de se dire qu'au fond, on a des clients, on a des consommateurs qui continuent à aimer consommer. Alors, ils consomment différemment, ils vont consommer moins, mais enfin, qui continuent à aimer la mode. Alors, la mode, elle se transforme, mais on ne peut pas se dire on vit dans un monde démodé. Voilà, donc ça c'est première note d'optimisme, et on voit à quel point des marques deviennent de magnifiques success stories parce que elles ont su d'une manière ou d'une autre créer, susciter l'émotion et devenir extrêmement désirables. Enfin, chaque mois, chaque année, on a de magnifiques histoires de marques qui se déploient de manière absolument spectaculaire. Donc ça c'est déjà le premier marqueur, c'est la désirabilité. Et je reviens là-dessus, tout ça est une histoire aussi d'émotion. Je pense qu'on garde une émotion très forte, alors que ce soit sur son smartphone, que ce soit avec des copines ou dans une boutique. Je pense qu'on reste dans ces logiques de pouvoir aussi mettre du sens dans ce qu'on consomme, mais du sens et de l'émotion. Voilà. C'est du choix. Le sens, l'émotion. On va voir si ça suffit à redynamiser le secteur pour les prochains mois, mais en tout cas, on a besoin de cet optimisme-là. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, c'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute.